Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de novembre. Comme d'habitude, avant de passer à mon avis sur mes lectures, on va parler un petit peu de statistiques. Au mois de novembre, j'ai lu 10 livres. Alors oui, effectivement, quand vous regardez la miniature, on dirait pas, mais j'ai une explication tout à fait rationnelle et raisonnable. Cette raison étant que j'ai lu 3 livres en version physique, 6 livres exclusivement en version audio et 1 livre exclusivement en version numérique. J'ai lu au mois de novembre un total de 5250 pages, c'est-à-dire approximativement 175 pages par jour quand on fait la moyenne, ce qui est absolument indécent. J'ai fait 2 lectures 3 étoiles, 6 lectures 4 étoiles, 5 lectures 2 étoiles, 0 coup de cœur, mais une moyenne de 8,18, c'est-à-dire environ 4 étoiles pour le mois de novembre. Le premier roman que j'ai lu au mois de novembre, c'était The Only One Left de Riley Sager, dont je ne vais pas vous parler spécialement dans cette vidéo, puisqu'il fait partie de mes 3 lectures du Buzzword pour le mois de novembre, donc vous retrouverez un vlog dédié à ces 3 romans. Je lui ai mis 16 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. Idem pour Ici et seulement ici de Christelle Dabos que vous retrouverez aussi dans cette vidéo, et auquel j'ai mis 13 sur Livre Addict, 3 étoiles et demie sur Goodreads. Ici et seulement ici était également dans ma palle des cartes pour un livre écrit par une autrice ou un auteur français. J'avais besoin d'un livre audio pour mes trajets en voiture et la salle de sport, et bien entendu au mois de novembre, aucun des livres de ma palle des cartes n'était disponible directement pour moi en audio sans avoir besoin de payer des crédits supplémentaires. Donc j'ai sorti un de ceux que j'avais mis de côté depuis un petit moment, c'est-à-dire A Feather So Black de Lyra Selen. C'est le tome 1 de la série Fair Folk et c'est une édition Fairyloot que j'ai depuis mars 2024. Je l'ai noté dans mon reading journal. Donc il est vraiment très beau. Ça, c'est la couverture originale avec une nuance de couleurs légèrement différente. Hop. Non, je crois que c'est les mêmes à l'avant et à l'arrière. C'est une réécriture du conte Les 12 princesses et de Le lac des cygnes. Dans cette histoire, on fait la rencontre de Ila, qui est la fille de la reine. Sauf que c'est pas vraiment sa fille en réalité. C'est une changelin qui a été donc échangée, je crois, à l'âge de 8 ans. C'est assez rare. En général, les changelins sont plutôt échangés quand ils sont bébés. Elle a été échangée avec sa sœur, du coup, à l'âge de 8 ans. Et elle a été élevée par sa mère dans un seul but, sauver sa sœur, qui, vous l'aurez compris, n'est pas vraiment sa sœur en fait. Donc, au bout d'un moment, l'histoire commence par Ila qui va devoir se rendre au royaume des Fae pour tenter de sauver sa sœur qui a été enlevée avec 11 autres princesses, d'où la réécriture du conte des 12 princesses. Et elle va tomber sur le seigneur Fae qui aurait enlevé sa sœur, peut-être pas. Une romance va commencer à naître entre ces deux personnages et voilà, on va naviguer un petit peu entre le monde, notre monde, pas notre monde à nous, mais le monde dépourvu de magie dans lequel Ila évolue, et le monde des Fae, où la magie est présente, mais où la magie est un petit peu en perdition. Donc on va avoir une quête, on va avoir une romance, on va avoir un triangle amoureux que j'ai pas forcément beaucoup aimé, mais qui évolue d'une manière que j'apprécie plutôt pas mal. On va avoir une histoire de sororité, même si ces deux sœurs concrètement ne se sont jamais rencontrées. J'ai pas mal apprécié la manière dont la relation entre les deux sœurs évolue, et je suis très curieuse de lire la suite. J'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire au départ, mais je pense que c'est parce que j'avais pas du tout relu le résumé, du coup je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais. J'ai été un petit peu perdue au départ. Au final, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère, vraiment très fae, liée à la nature. La réécriture du lac des cygnes est très claire, on identifie vraiment très facilement les différents protagonistes, ce qui m'a donné envie de regarder le lac des cygnes. Il va falloir que j'aille sur YouTube pour trouver un ballet. Et c'est dommage parce que je sais que c'est très souvent, je me demande si c'est pas tous les ans ou tous les 2 ans, il y a au moins une représentation du lac des cygnes, que ce soit au Zénith à Stras ou dans une autre salle de spectacle proche. Donc je me dis que ce serait peut-être l'occasion d'aller le voir en vrai pour une fois. Ça m'a donné envie en tout cas.
J'ai énormément aimé l'imagerie, c'était vraiment beau à regarder. Ça m'a aussi fait penser un petit peu à Barbie, le lac des cygnes. Je sais pas si vous avez cette référence, les films Barbie de notre enfance. Voilà, c'était vraiment magique et beau, poétique, lyrique. Alors pas dans le style de l'autrice, hein, mais vraiment dans la manière dont les décors et les personnages sont présentés. J'ai vraiment beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, le triangle amoureux m'a un petit peu dérangé. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens pour la suite. On va croiser les doigts. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Ensuite, j'ai lu l'un des plus gros livres de... Alors pas de ma pile à lire, parce que celui-là, je ne l'ai pas encore acheté. Et quoi qu'il en soit, je l'achèterai de toute façon d'occasion. Pour les raisons que j'ai déjà exposées dans mon wrap-up du mois précédent. J'ai lu le tome 6 de la série Come on Strike, Sang d'encre de Robert Galbraith. Et je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Je pense que c'est la note la plus basse que j'ai attribuée à un roman de cette série jusqu'à présent. Cormoran et Robin sont toujours deux de mes personnages de fiction préférés de tous les temps. J'aime énormément leur relation. Malheureusement, je n'ai pas aimé l'atmosphère et le sujet traité dans ce tome-là. Le style est toujours excellent, mais encore une fois, et je vais me répéter à nouveau un peu plus tard dans cette vidéo, je ne peux pas oublier qui est l'autrice qui se cache derrière le pseudonyme de Robert Galbraith, et pour moi, c'est un peu trop évident qu'elle fait passer son avis personnel, ce qui est tout à fait légitime, hein, je veux dire, tous les auteurs, sans vraiment se mettre à nu, mais tous les auteurs font, sans vraiment le faire exprès, mais véhiculent leurs idéaux à travers leurs récits, ça me paraît assez évident. Mais je trouve que là, c'est vraiment assez grossier, et c'est dommage. D'autant qu'elle fait croire qu'elle condamne ses idées dans son récit, mais on sent que le côté c'est pas bien, et justement ce côté c'est pas bien assez hypocrite de la part de l'autrice. Autre point qui m'a beaucoup dérangé dans cette histoire, c'est que le résumé se termine par une phrase du style, je ne sais plus exactement la phrase, mais la dernière phrase du résumé laisse présager que enfin il va se passer quelque chose au niveau de la romance entre Cormoran et Robin, chose que j'attends depuis le tome 1. Eh bien pas du tout. Pas du tout. Donc j'avais un peu les nerfs. Dans ce tome-là, alors je vous la fais courte au niveau du résumé de l'histoire globale. Cormoran Strike, c'est un détective privé, ancien soldat qui a perdu une jambe lors d'une opération militaire, qui vit désormais à Londres. Et Robin, dans le premier tome, est intérimaire et elle est envoyée par erreur à l'agence du détective pour devenir sa secrétaire. La relation entre les deux personnages va beaucoup évoluer et dans ce 6e tome, on est à un stade où ils sont meilleurs amis et en plus partenaires. Robin est devenue détective également pour l'agence. Et il y a ce côté romantique, ils ont tous les deux des sentiments l'un pour l'autre, mais ils ont tous les deux très peur que ça gâche leur relation, que ce soit leur amitié ou bien leur partenariat professionnel. Dans le tome 6, on va parler de Sang d'encre, qui est donc un dessin animé qui a été créé au départ sur YouTube par un couple. Ce dessin animé va avoir tellement de succès que les droits d'adaptation vont être achetés pour Netflix. Et ça va pas du tout plaire aux fans, du coup, je crois que c'est Ellie, son prénom, la créatrice, la co-créatrice du dessin animé, va commencer à être harcelée en ligne. Et donc on va parler de ça, c'est ça le sujet de cette histoire, c'est le cyberharcèlement. Ellie va être assassinée, évidemment. Et donc on va essayer de mener l'enquête. Donc on est sur les méandres d'internet. Ça se passe en plus, si je dis pas de bêtises, en 2015, 16, je ne sais plus. Donc le roman s'ouvre sur les attentats de Charlie Hebdo. Dur, très dur, énorme trigger warning dans ce roman pour ce sujet-là. On va parler de terrorisme, on va parler de désinformation, de fake news, des horreurs que peut recéler Internet en termes de harcèlement et de monstruosité et la lie de l'humanité qu'on retrouve sur certains réseaux, notamment Twitter, puisque Twitter est mentionné
dans ce roman. Je vous rappelle que l'histoire se passe en 2015, 16, je sais plus la date exactement, mais l'autrice a environ 8-10 ans d'avance ou de retard en fonction du point de vue qu'on prend par rapport à la temporalité. Donc à l'époque c'était encore Twitter. Voilà, donc c'est un univers et une thématique que j'ai pas aimé, mais qui est vraiment très bien traité. Je l'ai pas aimé parce que c'est justement tellement bien traité, c'est beaucoup trop proche de ce qui se passe dans la réalité. Pour moi, c'est vraiment effrayant à quel point c'était réel en fait. Et même si c'était il y a 8-10 ans, bah, encore aujourd'hui, on se retrouve parfois dans ce genre de situation et c'est assez impressionnant. Le troisième livre que j'ai lu dans le cadre du vlog du Buzzword, c'est Un bon Indien est un Indien mort, ou The Only Good Indians en anglais, de Stephen Graham Jones. Et pareil, je vous en parlerai pas forcément dans cette vidéo. Je lui ai mis 11 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads. Et puis j'ai lu le dernier tome paru jusqu'à présent de Common Strike, donc le tome 7, The Running Grave. Il n'est pas encore traduit en français, donc je l'ai lu en VO, avec l'audio et... Je lui ai mis 19 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. On a frôlé le coup de cœur. Dans ce tome 7, la thématique abordée et l'enquête va tourner autour d'une secte, un culte religieux. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous savez que la religion et moi, c'est pas trop ça. Donc j'avais très peur en entamant ce roman. Et d'un côté, j'avais raison d'avoir peur parce que là encore, le sujet est traité avec tellement de détails et de réalité, enfin c'est effrayant, vraiment effrayant, c'est dur, ces romans sont de plus en plus durs, j'ai l'impression, je sais pas quelle thématique elle va choisir pour le tome 8, qui est, je crois, bientôt terminé d'être écrit d'ailleurs, à mon avis, on va croiser les doigts, on devrait l'avoir pour début 2025, mais plus on avance, plus on s'enfonce dans les ténèbres de l'âme humaine, c'est assez incroyable, et toujours avec une justesse dans le propos, tout en continuant à véhiculer parfois des avis qui sont totalement abjects, sous couvert de les dénoncer, mais en fait pas vraiment. Donc bon, il reste encore cette petite partie, je sais pas si c'est ça qui m'empêche de mettre un coup de cœur à cette série, mais voilà, j'aime toujours autant les personnages. Enfin, il se passe quelque chose à la fin de ce tome 7. Ouf, il était temps, parce que ça fait quasiment 14 ans maintenant, parce que c'est quasiment tous les 2 ans qu'elle écrit, que je suis cette série, donc ouah, alléluia. J'ai hâte de lire le tome 8. Robin va se retrouver en infiltration au cœur de cette secte pour tenter de démanteler tout le culte. Du coup, on a une évolution absolument phénoménale dans la vie des personnages, dans leur identité, dans leur personnalité, que ce soit de manière individuelle ou bien dans leurs relations les uns aux autres. C'était fou. Je vous l'ai dit, le style est maîtrisé, c'est de bout en bout, tout est juste. On est sur un roman qui fait 1184 pages en version originale, donc je pense qu'on ne devra pas être loin des 1300, voire peut-être 1500 pages en français. Et c'est à la virgule près, tout est parfait dans le style. Je n'avais pas envie de quitter ce roman. J'avais pas envie qu'il s'arrête. Et c'est pas forcément une question d'intrigue au niveau de l'histoire, parce qu'en réalité, même si j'avais envie de savoir ce qui allait se passer à la fin, bah c'était pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'était de continuer à être dans cet univers, dans cette histoire, et à suivre les personnages. Du coup, j'étais un peu triste quand le roman s'est arrêté. Et même pas par rapport à la romance, j'étais juste bien dans cet univers. J'avais l'audio dans les oreilles, le narrateur est phénoménal d'ailleurs. Et j'avais pas envie de quitter cette histoire. C'était incroyable. Si vous ne connaissez pas cette série et que vous lisez du polar, essayez-la. Je vous invite vraiment à emprunter les romans à la médiathèque ou bien à les acheter d'occasion pour ne pas financer l'autrice qui, encore une fois, se cache derrière ce pseudonyme. Mais vraiment, c'était incroyable. Et dès que le tome 8 sera sorti, vous pouvez être sûr qu'il sera dans une de mes piles à lire ou bien que j'essaierai de le lire tout de suite dans la foulée. Je pensais que le tome 7 serait le dernier,
Le chiffre 7, c'est un peu le lucky number pour cette autrice, donc j'avais anticipé qu'il n'y aurait que 7 tomes dans la série. Apparemment, il va y en avoir plus, tant mieux, surtout si la qualité est toujours au rendez-vous. Par contre, au bout d'un moment, les bouquins ils vont être épais comme ça, quoi, parce que plus on avance, plus les livres sont longs. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Mais voilà, je vois mal l'éditeur français, qui est Grasset, continuer à éditer les livres en un seul volume. Ce qui me fait très peur, parce qu'on va se retrouver du coup sur un phénomène à la... Je crois que c'est La Martinière qui a édité Kéléana, où ils ont dû découper les tomes en deux. Et donc on les paye quasiment 2 fois plus cher. Bref, je croise les doigts pour que ce soit pas le cas. Même si, voilà, comme dit, à partir de maintenant, j'achèterai ces livres dans leur grand format en français, parce que c'est dans ce format-là que j'ai tous les précédents. Ou alors je les revends tous et je les achète en poche. En VO, peut-être, on verra. Le jour où j'aurai une vraie bibliothèque avec mes livres lus. En tout cas, pour l'instant, c'est pas d'actualité. J'étais tellement bien dans mon petit polar à l'anglaise que j'ai décidé de continuer et d'essayer de terminer, ce qui n'est pas une mince affaire, une série que j'ai entamée il y a plusieurs années et que j'adore. Du coup, j'ai lu Rendez-vous avec le danger, le tome 5, c'est ça, des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Dans cette série, on va faire la rencontre de Delilah, qui vit à Broncliffe, une petite ville d'Angleterre, une petite ville assez, comment dire, rustique, paysanne, qui vit principalement de l'agriculture, de l'élevage surtout, et principalement de l'élevage des moutons. Sa famille a une ferme et elle-même, divorcée depuis peu, a ouvert une agence de rencontre, l'agence de rencontre des Vallons à Broncliffe, et à côté de ça, elle a aussi une boîte de création de sites internet. Il y a une quinzaine d'années, Samson, qui était le meilleur ami de son frère et le parrain de son neveu, donc le parrain du fils de son frère, le jour du baptême, s'est engueulé avec son père et a disparu sans laisser de traces et n'est jamais revenu, y compris quand le frère de Delilah, donc son meilleur ami, est décédé en Afghanistan, je crois. 14 ans plus tard, Samson revient. Il a fait sa vie un petit peu à Londres. Il était policier dans la brigade des stupes ou quelque chose comme ça. Très souvent sous couverture, infiltré. Et il y a une de ces infiltrations qui a mal tourné. Donc il est obligé de quitter Londres et il revient s'installer à Broncliffe, où il va ouvrir l'agence de recherche des Vallons, donc avec les mêmes acronymes, le même acronyme que l'agence de rencontre des Vallons. Et il va s'installer en plus dans le même bâtiment que Delilah. Delilah, elle a toujours un petit peu admiré Samson, c'est le meilleur ami de son frère, elle était un petit peu amoureuse de lui quand elle était jeune. Et aujourd'hui, on va avoir donc le retour du mouton noir, pas du fils prodigue, du mouton noir de la ville. Et voilà, comment tout démarre. Chaque nouveau tome mène à une nouvelle enquête, mais on a un fil rouge avec une histoire de corruption. Ce fil rouge, on est les seuls à le connaître pour l'instant, puisque une des choses que j'adore dans cette série, c'est que le lecteur a droit à des chapitres du point de vue des méchants, et parfois même du point de vue de Calimero, le chien de Delilah. J'adore ces chapitres, c'est juste phénoménal. C'est drôle, c'est cosy, mais l'autrice réussit quand même à nous sortir des enquêtes qui sont parfois hyper sombres. Dans ce tome 5, on a... ça se passe au marché aux bestiaux, et on a un personnage qui va mourir dans l'enclos des taureaux. Alors au départ, on croit à un accident, et puis en réalité, on se rend compte que c'est un meurtre. Donc on va mener un petit peu l'enquête pour savoir pourquoi cette personne a été tuée, par qui, comment, etc. J'ai adoré et j'adore la relation entre Samson et Delilah. On a une belle évolution des personnages à chaque fois au fur et à mesure des tomes. Samson va enfin s'ouvrir un petit peu plus, et puis plus on avance dans l'histoire, plus les habitants de Broncliffe vont se réchauffer un petit peu
par rapport à lui, parce qu'au départ c'était vraiment pas évident. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Et comme j'avais toujours pas envie de quitter cet univers, j'ai enchaîné avec le tome 6, Rendez-vous avec la ruse. Et dans ce tome-là, on va avoir la femme du maire qui va venir demander à Samson et Delilah d'enquêter sur son mari parce qu'elle le soupçonne de la tromper. Et puis on va se retrouver avec Delilah qui va devoir infiltrer une réception donc, sous couverture pour surveiller le maire. Alors, j'ai un peu moins aimé ce tome-là, même si, là encore, enfin, la relation évolue entre Samson et Delilah. Mais la raison pour laquelle je l'ai un peu moins aimé, c'est parce qu'on a ce fil rouge qui est toujours présent, donc de corruption, avec nous, on sait qui sont les méchants, et voilà. L'enquête, cette histoire avec le maire, qu'on va découvrir dans ce tome-là, a un lien direct avec le fil rouge de l'histoire, et malheureusement, les personnages principaux n'en sont pas conscients, les personnages principaux ne sont toujours pas conscients qu'il y a quelque chose d'énorme qui se trame sous leur nez, bien plus qu'une simple histoire d'adultère, qui en fait n'était pas du tout le cas. Donc en tant que lecteur, c'est un peu frustrant de les voir patauger et toujours pas se rendre compte qu'il y a quelque chose de dramatique et grave qui est en train de se passer. Voilà, donc c'était un peu plus frustrant, mais j'ai adoré. Et puis la fin, petit... pas vraiment cliffhanger, mais un petit peu quand même. Donc j'ai très très hâte de me plonger dans le tome 7, qui est dans ma palle des cartes pour le mois de décembre. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. Et je les ai lus en audio via Nextory, puisque sur les 10 tomes que compte la série, le tome 10 étant le dernier, Nextory les a tous, sauf le tome 9. Va savoir pourquoi. Et à ce moment-là, j'avais atteint mes 50 heures mensuelles d'écoute sur Nextory. Oui, vous avez bien entendu. Je suis abonnée à la formule la plus longue, je sais pas, la plus gourmande de Nextory. Donc j'ai droit à 50 heures d'écoute par mois et je les défonce à une vitesse affolante. Raison pour laquelle je lis autant de pages par mois. Et aussi, je ne suis pas une lectrice très rapide. Je lis assez lentement même, quand je compare avec d'autres personnes, que ce soit ma mère, Diane, Sophie, j'en parle même pas parce que Sophie, elle a une vitesse de lecture absolument phénoménale. Même Mathilde lit aussi plus vite que moi. Donc je suis lente comme lectrice quand je lis en physique. La lecture audio me permet d'accélérer mon rythme de lecture et de lire plus du coup par mois, et heureusement on va dire, parce que sinon vous auriez pas beaucoup de contenu. Et puis moi je me sentirais aussi un peu frustrée de pas lire beaucoup de livres dans le mois, même si techniquement c'est plus la qualité qui devrait primer que la quantité. Ça fait partie des choses qui me font plaisir, en tout cas de lire beaucoup. Et puis c'est pas comme si je lisais beaucoup pour ne me souvenir de rien. Pour le coup, je réussis quand même à part les noms des personnages. Vous savez que les noms des personnages parfois m'échappent. Pour moi, c'est pas le plus important de savoir comment il ou elle s'appelle. Ce qui est le plus important pour moi, c'est de savoir ce qu'il ou elle font. Voilà, ce qu'il ou elle fait. Bref. Donc, comme j'avais atteint mes 50 heures d'écoute, je me suis, et qu'il me fallait de nouveau un livre audio pour mes trajets en voiture et la salle de sport, je me suis tournée vers un livre audio que j'avais mis de côté depuis un petit moment. Et je suis trop contente parce que c'est le premier tome d'une, pour l'instant, trilogie. Attendez, il faut que je vérifie. En tout cas, pour l'instant, il s'agit d'une trilogie. Je ne sais pas si l'autrice en fera d'autres, mais pour l'instant, c'est une trilogie. Et c'est une trilogie que j'ai précommandée chez Farrelloot. Donc je suis contente d'avoir lu le tome 1 avant que la trilogie arrive. Et surtout, je suis contente qu'il m'ait plu, parce que j'aurais été un peu dégoûtée, j'aurais eu un peu les boules si j'avais pas aimé, et que j'avais quand même acheté la trilogie. Au pire, je l'aurais revendu au prix d'achat, mais ça aurait été embêtant. Bref. Du coup, j'ai lu le tome 1 de la série Glimmer Falls, A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Hawley. C'est une cozy fantasy, romance. On va faire la rencontre de Marielle, je crois que c'est ça le prénom de l'héroïne. Marielle qui est une sorcière. Alors Glimmer Falls, c'est un petit peu la ville
typique. Imaginez un téléfilm romantique. C'est la saison des téléfilms de Noël. Mais voilà, imaginez ce genre de petite ville, mais pas forcément à Noël. Sauf que cette petite ville est peuplée de créatures fantastiques. On a des sirènes, on a une sirène je crois, loup-garou, sorcière, je crois qu'on n'a pas entendu parler de vampires, mais il me semble que le tome 3 c'est un vampire. Donc il doit y avoir aussi des vampires, enfin, voilà, toutes sortes de créatures fantastiques. Et puis les démons, c'est pas forcément un type de créature qui peuple Glimmer Falls. Les démons sont plutôt des créatures qui sont craintes. Marielle, elle est... je vais pas dire l'héritière parce que je crois qu'elle a un frère. Je ne sais plus maintenant, je suis même pas sûre. Peut-être qu'elle est fille unique. Enfin, ça n'a pas trop d'importance. Marielle est la fille d'une sorcière très puissante et c'est un petit peu une des familles fondatrices. On va dire que c'est une famille fondatrice de la ville de Glimmer Falls. Et puis à sa naissance, sa mère a reçu une prophétie selon laquelle Marielle, à chaque fois je l'appelais Mireille, mais non c'est Marielle, deviendrait la sorcière la plus puissante que l'univers ait jamais connue. Donc il y a énormément de pression sur ses épaules. Sa mère est une vraie harpie. Elle la harcèle constamment pour que Marielle fasse des progrès en magie. Seulement voilà, Marielle est nulle. Alors ça m'a un peu fait penser à Esther Parmentier de Maëlle Desarts, où Esther est une sorcière absolument nulle. Ben Marielle c'est pareil, elle est vraiment nulle, elle n'arrive à rien. Le roman s'ouvre sur une scène où elle tente d'invoquer quelque chose et puis c'est un poulet qui apparaît alors que c'était pas du tout ce qu'elle avait demandé. Et au moment où elle tente de le renvoyer, les choses ne se passent pas réellement comme elle l'avait imaginé. J'ai commencé ce roman à la salle de sport pendant que je faisais mes abdos. J'ai explosé de rire dans la salle de sport. Et quand je dis que j'ai explosé de rire, je l'ai même pas fait exprès. Mais je vous assure que ça a un lien avec l'histoire. C'était incroyable. J'ai rigolé. C'était un vrai bon moment de rigolade. Pour en finir avec le résumé, quand même, pour vous expliquer d'où vient le titre et un petit peu le pitch de l'histoire. Marielle va tenter d'invoquer des ingrédients pour faire une recette. Malheureusement, elle va se planter et c'est un démon qui va apparaître. Sa mère lui met, comme je vous l'ai dit, énormément de pression et invoquer un démon, c'est pas vraiment une chose à faire. Donc, elle va faire passer ce démon, qui s'appelle Oz, pour son petit ami. Et donc va commencer une relation, une fausse relation entre les deux. Parce que Oz a un objectif depuis qu'il a été invoqué, c'est récupérer l'âme de Marielle, puisque une fois que vous avez invoqué un démon, le démon ne peut repartir dans sa dimension démoniaque sans avoir pris votre âme. Malheureusement, enfin heureusement pour elle, Marielle n'a pas du tout l'intention de se séparer de son âme. Donc les situations cocasses s'enchaînent avec énormément d'humour et j'ai passé un super moment. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles et demie sur Goodreads. J'ai trouvé que l'héroïne était beaucoup trop passive à mon goût en ce qui concerne la relation avec sa mère. Je vous l'ai dit, c'est une harpie qui la harcèle constamment et je trouve que l'héroïne était un peu trop paillasson à mon goût. Évidemment, à un moment donné, vers la fin, on se doute que elle va enfin sortir les crocs. Mais j'aurais préféré qu'elle ait un peu plus de répartie dès le départ. L'histoire n'est pas forcément incroyable et c'est vraiment le côté romantique et drôle qui m'a plu. En dehors de ça, on a une histoire un peu en fond où la mairesse de la ville, qui est la mère de la meilleure amie de Marielle, d'ailleurs le tome 2 sera sur la meilleure amie, veut construire un spa dans la forêt de Glimmer Falls. Seulement, voilà, la construction de ce spa va entraîner des conséquences dramatiques pour la faune et la flore. Les animaux vont plus avoir d'habitat naturel. Enfin voilà, ça va être catastrophique écologiquement parlant. Et du coup, il y a ce côté un petit peu lutte pour l'environnement et défense de la nature. Marielle, comme je vous l'ai dit, est nulle en sorcière, mais elle a un don avec la nature, avec les plantes. Elle est incroyablement douée avec les plantes et évidemment pour sa mère c'est pas assez glamour comme magie, c'est pas assez impressionnant et utile comme magie, donc elle la comment, pas elle la néglige mais elle la rabaisse beaucoup par rapport à ça.
c'est un peu, voilà, un peu le fil, pas le fil conducteur, mais le plot, l'histoire sous-jacente. Au-delà de la romance, il y a ce côté défense de l'écologie, de l'environnement, et conviction profonde de l'héroïne et de ses amis. C'était sympa, mais ça m'a pas forcément énormément touchée. C'est vraiment, comme dit, le côté romantique et drôle qui m'a incroyablement plu. Donc j'ai très hâte de me plonger dans la suite de cette histoire qui suivra du coup la meilleure amie de Marielle et le boss de Oz. Donc on sera de nouveau sur une romance entre une sorcière et un démon. C'est ça? Oui, c'est ça. Et le tome 3, si je dis pas de bêtises, sera entre une vampire et un loup-garou, sachant que le loup-garou c'est le boss de Marielle, fleuriste, du coup, c'est trop mignon. Loup-garou fleuriste, j'adore. Et le dernier livre que j'ai lu en novembre, bon en réalité je l'ai terminé hier, le 1er décembre, mais je l'ai quand même intégré dans mes statistiques de novembre, parce qu'il me restait 30 pages. Et puis ça faisait longtemps que je le traînais parce que entre temps je me suis perdue dans mes livres audio, évidemment. C'est L'école de minuit, le tome 2 Démon en fuite de Maëlle Desarts, que j'ai évoqué juste avant avec Esther Parmentier. Dans le tome 1, on va faire la connaissance de Siméon, qui est un demi-vampire qui se rend pour la première fois à l'école de minuit, qui est une école qui accueille les créatures fantastiques à Colmar. Dans le tome 1, on va avoir la disparition de certains des camarades de Siméon, et dans le tome 2, on va avoir un démon en liberté dans l'école. Et celui-ci était dans ma palle des cartes pour un livre avec des vampires. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire que The Only Good Indians était dans ma palle des cartes pour un livre qui commençait par le Lalé. The Only Good Indians. Voilà. C'est pour vous dire un petit peu où j'en suis dans ma palle des cartes. J'en ai lu que 3, les 2 autres je ne les ai pas lus. Il retourne dans ma pile à lire globale. Alors on pourrait penser que c'est difficile de s'identifier à un demi-vampire adolescent de 15 ans, mais quand c'est Maëlle Desarts qui crée ce personnage, bah ça n'a absolument rien de difficile, puisqu'elle apporte une profondeur dans les émotions, dans les réflexions, et en réalité, même si c'est un garçon qui a la moitié de mon âge, bah je me suis quand même identifiée parfois à sa détresse, à sa sensation d'être parfois pas seul au monde, mais pas forcément entendu, délaissé par les adultes, le corps professoral, etc. J'ai adoré. L'humour est toujours aussi phénoménal, les relations entre les personnages sont incroyables. On a vraiment le mélange entre les relations familiales, puisque Siméon se retrouve à l'école avec sa sœur, et que principalement sa mère, son père est assez absent, il est là, mais voilà, c'est pas... Son père est un humain d'ailleurs, et c'est sa mère qui est un vampire. Mais sa mère est très présente, donc on a vraiment une belle exploration des relations familiales, mêlées aux relations de la found family, donc la famille qu'il s'est construite lui-même à travers ses amitiés à l'école, y compris avec son ennemi naturel qui est une loup-garou. Donc c'est vraiment beau la manière dont l'autrice réussit à mélanger un petit peu ces différentes relations. Il y aurait clairement matière à faire un tome 3, mais malheureusement pour l'instant cette série reste une duologie. C'est dommage, j'aurais trop aimé un 3e tome, par exemple, où on aurait passé un petit peu plus de temps dans le monde de Midi, donc dans le monde des humains, dans les rues de Colmar, ça aurait pu être incroyable. Mais le titre de la série c'est L'école de minuit, et effectivement on passe la plupart du temps dans l'école. La diversité des personnages et des sujets abordés rendent l'histoire hyper riche, et ça démontre encore une fois que Maëlle Desarts est vraiment une de mes autrices préférées. Et je vous conseille vraiment de tout cœur cette série. Je pense qu'à partir de 10 ans, pour les lecteurs qui ont l'habitude de lire, c'est... Pour les lecteurs qui sont pas forcément hyper sensibles, parce qu'il y a quand même des choses assez graves qui se déroulent dans ces histoires, et à partir de 12 ans, sinon, de manière générale, voilà. C'est une duologie vraiment très sympa, et j'ai hâte de lire le prochain roman de l'autrice qui se trouve dans ma palle, et qui est
juste ici, et dont je vous parle dans la vidéo de la semaine prochaine. Donc stay tuned. Je lui ai mis 17 sur Livre Addict, 4 étoiles et demi sur Goodreads. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quelles ont été vos lectures du mois de novembre et ce que vous comptez lire en décembre. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!